quoi, d'abord pour les entendre, pour faire des coupes, pour sélectionner, choisir, sans avoir vous-même une première compréhension de tout ça. C'est très technique, la réponse que je vais vous donner, mais c'est différentes étapes. Une infime partie de ces films était déjà traduits ou sous-titrés, ça aide, mais sinon c'est travailler avec des traducteurs. C'est très long, c'est très cher. Quand je devais aller dans les archives, moi-même, je venais avec, la plupart du temps avec ma traductrice et elle me racontait au fur et à mesure les films. Quand c'était des films que je recevais, moi, je les regardais seul pour trier tout ce qui est hors sujet dès le début et faire soit résumer, soit traduire. J'en avais plusieurs étapes et à la fin, je travaillais avec un assistant qui était allemand. Du coup, pour les dernières petites coupes, les petits verbes à la fin, j'enlevais tout ça. J'avais quelqu'un qui pouvait être avec moi. Mais on a poussé la traduction sur tout ce qui concerne les dialogues de Meinhof, de Mahler, donc où la langue est très importante et difficile à cause de pour le coup de la dialectique. Et là, la traduction, c'est plusieurs couches jusqu'au moment où tout devient clair, que tout est pour moi compréhensible dans le choix des mots, où on m'expliquait les troubles des mots, pourquoi tel mot, mais ils n'étaient pas sûrs. Après, évidemment, il y a le travail de sous-titrage qui arrive, et ce travail de finesse disparaît, parce que le sous-titre ne donne qu'une partie de l'information, mais c'est du temps et de l'argent. Mais il existe des documentaires allemands sur cette question, sur cette période riche, j'entends Riche. Non, pas au sens économique, là, mais c'est-à-dire que l'un des premiers travaux, j'imagine, quand on s'attaque à ce type de sujet ample et historique, c'est de faire une espèce d'inventaire de ce qui existe sur place. Oui, évidemment, j'ai tout vu, à part que ça ne servait pas à grand-chose, puisque, en fait, il y a eu un travail qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Host, Stefan Host, qui a été directeur du Spiegel pendant très longtemps, qui a travaillé avec Meinhof, et qui a fait, lui, les premiers documentaires télé sur cette histoire. Et qui a ensuite écrit le bouquin qui va devenir Bader Meinhof Complexe, la fiction qui est sortie il y a quelques années, où il avait écrit aussi le scénario du film qui s'appelait Steinheim, qui avait eu un ours d'or à Berlin. Donc quelqu'un de très investi dans l'histoire de l'arabe, et lui, il avait sauvegardé les premières archives, et ensuite, plus personne n'est allé chercher les autres archives. Donc, de ces premiers documentaires, il y a eu comme des poupées russes, où on changeait un peu la patine de la forme, et surtout, on voit le temps avec ces documentaires, c'est assez intéressant, parce que début des années 70 aujourd'hui, c'est les mêmes images, mais de plus en plus courtes. Et comme les réalisateurs vont toujours chercher dans le documentaire de l'année d'avant, Meinhof, il reste 3 mots, quoi, à la fin, sur les phrases que moi je mets en entière. Voilà. Il y a des documentaires, mais c'est vite produit, mal pensé. Après, il y a des très beaux films, mais là, qui sont du coup, pour moi, utiles pour un savoir général, mais qui étaient inutiles dans les recherches d'archives. D'autres questions? J'arrive. Oui, d'abord, j'ai été éblouie par le film. Enfin, j'ai trouvé que ça en disait vraiment énormément sur l'Allemagne de l'époque, sur justement la pensée. Et c'est vrai qu'à travers la langue, on ressent énormément de choses parce que vous leur laissez la parole. Et on ressent là encore la pauvreté du discours politique actuel comparé à ce qu'on voit dans votre film. Parce que les gens des années 60 ou 70, on leur laissait le temps, et vous leur avez laissé le temps, de s'exprimer. Donc on a une vraie pensée construite, on a des vraies expressions, des vraies analyses, et quelque part, ça fait vraiment partie du plaisir qu'on a à voir votre film. C'est en effet l'expression de ces pensées, qui sont des pensées complexes, et qui prennent le temps d'être écoutées. Enfin, vous leur donnez le temps de s'exprimer, c'est ça qui est vraiment passionnant. Et de la même façon, dans la mesure où, en effet, vous laissez les pensées, par exemple, de Schmitt ou de Kohl ou de Strauss devenir caricaturales, c'est aussi tout à fait passionnant. Il y a un moment où Schmitt, quand il s'énerve, c'est extraordinaire, c'était un des... C'était un film, dans la première pensée pour moi, c'est un film sur le langage. Le langage parlé et le langage audiovisuel. Mais je voulais donner des temps. Voilà. Je voulais respecter les films pour ce qu'ils étaient, les paroles pour ce qu'elles étaient, et au moins essayer, évidemment, on ne peut pas... si je prends Meinhof, c'est à chaque fois des débats d'une heure, je ne vais pas remettre une heure, mais au moins laisser des extraits un peu une extension, parce que
on voit des choses se perdre le long des années, déjà chez eux, et chez Meinhof, comment ça... Donc j'étais très surpris, les dernières images qu'on voit d'elle avant la fondation du groupe, c'est vraiment filmé 1 ou 2 mois avant. Et il y a un moment, cette réponse, quand elle est au tribunal pour jeune fille, et elle dit non. Voilà. Et elle, ça va jusque-là, quoi. Il y a un moment, et puis après, quand les textes sur les policiers qu'on peut abattre parce que c'est des corps et tout ça, enfin, il y a un truc qui se perd du langage. Et chez les politiciens en parallèle, exactement la même chose. Eux, par la télévision, quoi. Schmitt, vraiment politicien très moderne, commence à résumer ses discours. Il regarde la caméra, il y a une espèce d'efficacité comme ça. C'est déjà l'air de la petite phrase, quoi. Il faut mieux faire une petite phrase qui marque qu'un long discours intéressant qui fait chez tout le monde. Et, enfin, c'est ce qu'il pense, lui. Et du coup, on voit un truc s'étioler dans le film à propos de la langue et aussi de la manière de présenter les choses. En tout cas, à la télé, on voit comment elle passe d'un espace de débat avec des temps à une chose comme ça qui est l'ordre du journal télé d'aujourd'hui. Ça évite que ça soit efficace, que ça ouvre pas trop d'espace à la contradiction ou à la pensée. C'est une grande satisfaction de voir votre film pour quelqu'un qui est contemporain de ces affaires-là et qui, je connais bien l'histoire contemporaine, mais cette affaire-là, j'en connaissais ce qui passait dans le Spiegel français, c'est-à-dire absolument des miettes, rien du tout. Donc pour moi, c'est une véritable révélation. Et à partir du fond historique qui est indispensable, qui n'est pas dans le film, vous ne pouvez pas tout traiter. La grande qualité, c'est de remonter à l'origine de la violence, ce qui est assez simple à expliquer. Je crois que ça prendrait encore plus d'importance si on connaissait l'histoire de cette époque, à savoir qu'il n'y a pas de dénazification et que l'ensemble de la société, enfin les élites allemandes, sont quasi intégralement, à part la douzaine qui seront liquidées au théâtre du procès de Nuremberg, au même titre qu'en France. C'est la même chose. Alors, votre film est extrêmement intéressant pour lui-même, mais aussi pour la situation contemporaine. Il y a un parallèle absolu, la chape de plomb de l'intoxication que nous vivons actuellement. Pour ceux qui ont connu cette période-là, la période des années 60 est extrêmement lourde, particulièrement en Allemagne. Une part du cinéma allemand que tu citeras, parce que je n'ai pas les références, mais je m'en souviens, a traité un tout petit peu de ces questions-là. C'était un rayon de lumière dans l'obscurité de cette époque. Voilà. Oui, juste quelques mots. J'ai vécu cette époque quand j'étais jeune. Je suis allemand d'origine, j'ai vécu cette époque quand j'étais jeune, en Allemagne de l'Ouest. C'est vrai, j'ai vu beaucoup de votre documentaire, bien sûr, sur le sujet, lesquels que vous avez cités, etc. Mais effectivement, je suis impressionné par votre film parce qu'en effet, il y a des images que je n'ai jamais vues. Effectivement, vous avez parlé de la longueur de certaines séquences que ne sont jamais, en quelque sorte, montrées dans les films qu'on connaît. Mais je pense que, effectivement, dans ce sens, ce film est formidable. D'un autre côté, il faut bien sûr beaucoup de connaissances sur l'Allemagne de cette époque pour interpréter, pour comprendre ce qui se passe. Je donne un exemple. L'ayant vécu, moi-même, à l'université, au lycée encore, je me rappelle de cette ambiance de chasse aux sorcières, que vous montrez aussi dans le film, c'est-à-dire que tous ceux qui osaient dire « je ne suis pas d'accord avec les méthodes de la RAF, mais il y a une critique sociale à formuler », étaient suspectés d'être des sympathisants du terrorisme. Effectivement, cette ambiance-là, elle a existé, je peux en témoigner. D'un autre côté, ce qu'il faut aussi savoir, c'est bien sûr, paradoxalement, par rapport à la période nazie et par rapport à la période des années 50 et la dénazification trop timide, en quelque sorte, et ratée en partie, paradoxalement, ce qui se passe aux années 60, entre 66 et 69, le mouvement 68 en Allemagne, après Willy Brandt, qu'on voit juste avant qu'il soit chancelier,
etc. C'est justement l'approche critique de la jeunesse par rapport aux actions de leurs parents sous le nazisme. C'est les débats, c'est aussi évoqué dans le film, vous montrez aussi. Et bien sûr aussi la gauche ouest-allemande qui, face à l'échec en quelque sorte, entre guillemets, en tout cas en ce qui concerne les objectifs de mai 68, éclate en plusieurs sous-mouvements. Et ce qu'on voit dans le film, l'option terrorisme en quelque sorte, c'est une minorité dans un mouvement de la gauche ouest-allemande qui est bien sûr très complexe. Il y a après les Verts, il y a les mouvements antimilitaristes, enfin antinucléaires, il y a ceux qui s'engagent au sein de la social-démocratie, il y a des petits partis communistes, etc. etc. Et tout le problème de la gauche ouest-allemande qui a refusé les méthodes des terroristes était justement d'être coincé entre cet radicalisme brutal et meurtrière, et cette folie meurtrière, il faut quand même le dire, de ces terroristes, et de l'autre côté une réaction de l'État qui était, vous le montrez très bien, très musclée. Et effectivement qui allait au bord de ce qui est acceptable dans un état de droit. Par exemple, Franz Josef Strauss, que vous montrez, lui-même, il a fait la proposition qu'à la fin, la mère de Fassbinder, je crois, c'était dans le dernier dialogue, c'était votre première, il avait dit il faut envisager d'exécuter un terroriste si eux, ils continuent avec à exécuter les gens dans l'avion, la Landsou que vous montrez, etc. Donc, ce que je veux dire, le film est très fort, je trouve très fort. Mais bien sûr, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, 1968, 69, la social-démocratie, l'Allemagne a changé. Et en quelque sorte aussi, ce que les terroristes n'ont pas compris, c'est que l'Allemagne était en train de changer. En quelque sorte, une partie de leur opinion, de leur conviction radicale était basée sur une Allemagne des années 50. Par exemple, identifier l'Allemagne de l'Ouest au fascisme et dire c'est l'impérialisme, c'est le fascisme, c'est pratiquement la même chose que la Gestapo et Hitler. C'était bien sûr tiré effectivement d'une analyse politique des années 50-60, du passé, et d'une dénazification en partie ratée, mais justement, paradoxalement, c'est à ce moment-là où eux, ils prennent cette voie du terrorisme que l'Allemagne change, et dans le bon sens. Oui, après, je vais revenir sur le contexte. Enfin, c'est un film à plusieurs lectures. Il n'y a pas une expérience de spectateur, parce que chaque spectateur a ou pas des connaissances sur cette histoire et sur l'Allemagne. Moi, je fais un film. Voilà. Moi, évidemment, en fait, je m'adresse à celui que j'étais quand je rentre dans le sujet, c'est-à-dire celui qui ne sait rien. Maintenant, j'ai une connaissance encyclopédique sur cette période-là. Ce débat sera suivi par une conférence de 4 heures. De 4 heures. Mais du coup, après, il faut faire. Moi, dans le reportage, je dois faire attention à tout ça. Ça veut dire à la fois, c'est-à-dire, je dois remplir les images d'un savoir et d'une connaissance que j'ai moi, en faisant très attention qu'à chaque fois, je transmets quelque chose à un spectateur qui est moi, sans ce savoir-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a des regards très différents, mais j'ai quand même essayé avant tout de bâtir le film pour qu'on puisse entendre ce qui s'y raconte sans connaître ni l'Allemagne, ni la RAF, ni l'époque, ni rien du tout. Mais je sais qu'après, évidemment, quand on connaît qui est qui à l'intérieur de ça, etc., ça donne une complexité, parce que je travaille aussi pour ceux qui savent. Voilà, mais c'est vrai que du coup, je ne vais pas me piéger en disant, bon, Strauss, c'est important de savoir. C'est vrai que c'est intéressant, je trouve, le dernier monsieur qui inverse totalement les valeurs. Le dernier politicien qu'on entend, pour des gens qui le connaissent, c'est intéressant. Pour des gens qui ne le connaissent pas, si je mettais Strauss dessus, ça ferait qu'alourdir le film. Et l'important, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas Strauss, il se dit, oula, une espèce de populiste, un politicien, etc. On a tout de suite des images en France de qui ça pourrait être, ce type de personne. Mais on n'a pas besoin de savoir toute l'histoire de Strauss pour comprendre quelque chose de ce qu'il est en train de raconter. Même Fassbinder, d'ailleurs, il n'est pas identifié. Non, en fait, ça fait le même effet. Quelqu'un qui ne connaît pas Fassbinder ou qui ne connaît pas comment il est physiquement, ça donne le même sens. Après, c'est une lecture cinéphilique à l'intérieur qui va rentrer. Là, il y a forcément, je sais très bien, enfin, moi, Fassbinder, avant de m'intéresser au cinéma allemand, je connaissais ce film, pas forcément sa gueule, enfin, si je le connaissais, Fassbinder. Si on prend Godard au début, je sais qu'à l'étranger, parce que voilà, le film n'est pas que pour la France, à l'étranger, la voix de Godard, elle est inconnue de beaucoup de gens, et que si je le montre à des étudiants dans une classe où ils ont 17 ans, ils ne connaissent pas la voix de Godard. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il raconte. Évidemment, comme tous les gens qui ont vécu
cette période-là, moi j'ai été un peu bouleversé par toutes ces images que ça a remonté dans ma mémoire un petit peu, mais bon, grosso modo l'histoire je la connaissais. Il y a juste une petite question que je trouve on ne voit pas dans les images que vous donnez, c'est comment ce groupe, cette minorité, ce tout petit groupe, ce groupuscule, est passé d'une analyse sociétale sur le mode de vie. On entend bien que Meinhof faire ce genre de raisonnement, etc., sur le travail, etc. Comment ils sont passés à l'acte de dire nous nous armons et nous déclarons la guerre au capital. Ça, on ne voit pas très bien comment ça bascule. C'est normal parce que c'est pas renseigné, ça. C'est pas renseigné. C'est renseigné. Pourtant, on s'est posé la question tous. Hein. Mais eux se la sont pas posés. Déjà, ce qu'on voit quand même dans le film, c'est qu'il y a des échecs successifs de leur pratique. Et encore, dans le film, là, je m'intéresse au cinéma, au discours politique, mais on ne voit pas les actions sociales qu'ils ont essayé, ils ont essayé plein de choses. Rien ne marche. Donc il y a un épuisement. Il faut aussi, du coup, à l'époque, se rappeler que l'action violente, en tant que telle, n'était pas forcément moralement désapprouvée. Il y avait de la discussion. Mais on voit, enfin, si je mets Zabriskie Point ou Godard à la même époque, qui font des films qui appellent à la violence, il y a un air du temps à la violence. C'est les guerres de libération, il y a des guerres justes, on considère comme justes, voilà, le Vietnam. Il y a de la discussion, je ne dis pas que tout le monde est d'accord, mais c'est quand même quelque chose qui est très commun à l'époque. Aujourd'hui, ce type de discussion n'est même pas possible parce qu'il n'y aurait personne pour la mener, on est tous contre. Mais à l'époque, il y avait de la discussion sur ces moyens-là. Et moi, ce que j'ai appris, qui ne peut pas être dans le film, c'est les gens que j'ai rencontrés. Voilà, ceux de leur groupe qui n'y sont pas allés et un ancien qui y est allé. Moi, la seule chose que m'a appris le travail du film de concret, c'est qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte. Enfin, qu'il n'y a pas de rupture. Voilà. Un jour, ils y vont, ils en discutent, on y va. Bader est arrêté, Meinhof, elle a pris la décision de partir avec eux. Quand Bader est libéré, elle est censée rester, devenir figure légale du mouvement. Et bien en fait, elle part avec eux, elle ne l'a pas prévu. Et ce qu'il raconte, et dans les témoignages des survivants de cette époque, c'est que c'était comme ça, quoi. Il y a pas, nous, on le voit d'ici en disant putain, ils ont dû faire des réunions, se dire putain, on peut aller contre l'État, prendre des pistolets, lycée violent, qu'est-ce que je fais de mes mômes, etc. Non, c'est bon, ben voilà, on a. Ça marche pas. Il y en a un qui dit on va peut-être essayer de prendre des armes, etc. Ben oui, on y va. Voilà. Et c'est très. Je ne comprends pas, mais en tout cas, c'est ce que j'entends de ce que j'ai rencontré. Je fais juste une incise sur la question de tout le monde est d'accord. Parce que pour le coup, ben voilà, il y a toujours le contexte de réception du film. Et le contexte de réception, c'est par exemple un débat là pendant 15 jours sur est-ce qu'il est violent ou pas d'arracher une chemise. Non mais on y pense, en particulier quand on entend Henry Schiebel par exemple, je trouve qu'on y pense vraiment. Et du coup, quel est le degré de violence tolérable? Quelle est la véritable violence? Est-ce que c'est celle des licenciements? Est-ce que c'est celle de cet acte? Au passage, je fais une insiste purement politique, mais depuis, le Monde a titré que les policiers eux-mêmes ne peuvent pas trancher entre est-ce que la chemise a été arrachée par les types qui poursuivaient ou par les gens qui le protégeaient. On le voit dans l'image, lui-même s'enlever la dernière manche, y compris pour pouvoir fuir plus facilement, etc. J'arrête là-dessus. Non, par contre, ce qui est très frappant, c'est que la question de la légitimité d'une certaine forme de violence est une des questions fondamentales de ce mois de cinéma. Je cite deux exemples. Un, c'est le sujet qui est au cœur du nouveau Guédiguian, une histoire de fou, qu'on a montré ici en inauguration, mais vraiment avec, pour le coup, une espèce d'honnêteté radicale liée à son propre parcours, qui est de donner une forme de cohérence de pensée à celui qui pense nécessaire d'en passer par les armes, avec une espèce d'interrogation là aussi très contemporaine, parce que le but de Guédiguian est de toute évidence de s'interroger sur pourquoi des gamins aujourd'hui pensent que la seule façon de trouver une place dans le monde, c'est de se barrer en Syrie. C'est l'un des points de départ du film. Mais dans le cinéma allemand contemporain, vient de sortir un film là, mercredi, on le prendra sans doute dans le prochain programme, qui s'appelle Elzer, et dont l'un des enjeux est de dire, voilà, certes, tuer 8, 9 personnes, parce qu'il y a une hésitation sur le nombre, quand on vise Hitler, c'est très dommage, ce sont des dommages collatéraux, comme dit la télévision, mais on rappelle quand même qu'à l'arrivée, si ce jour-là, l'attentat avait été une réussite, on aurait sans doute économisé 55 millions de morts. Voilà. Le film raconte vraiment ça, et c'est un point de vue d'un cinéaste allemand d'aujourd'hui,
dont l'un des enjeux est d'interroger la possible légitimité d'une forme de violence. Et ce film-là l'éclaire aussi. C'est-à-dire que, effectivement, cette question-là, de la légitimité de la violence perçue comme un enjeu de pensée, est une question absolument d'actualité. Madame. Bon, c'est assez long, il faut que je rame. Mais il est vrai qu'il me semble que ça a été quand même expliqué dans le film. C'est-à-dire ce passage de la critique sociale à une forme de violence, et qui était progressive en plus. C'est-à-dire au départ, il était question de pouvoir s'exprimer, de pouvoir publiquement être entendu par la presse, et avant d'aller effectivement faire des démonstrations, des manifestations dans la rue. Et comme il y a eu ces interdictions répétées, et qu'il ne pouvait pas s'exprimer, et que, bon, il faut aussi dire qu'au niveau du langage, c'est vrai que c'était, même pour les Allemands et qui maîtrisent la langue, pour la population, la grande majorité de la population, quelque chose qui n'était pas très accessible. Donc les phrases étaient particulièrement longues, particulièrement complexes, mais très correctement construites, qui pouvaient, de la part de la jeunesse, et moi j'étais jeune à l'époque, étaient admirées en quelque sorte parce que les idées étaient justes, les explications étaient justes, parce qu'il y avait un environnement qui était très conformiste, très rétrograde, ressenti, vécu comme ça en tant que jeune de ces années-là, des années 60. Et le passage, après, au niveau de la violence, évidemment, les gens qui étaient sensibilisés par rapport au discours, qui étaient du même âge, parce que les anciens, il y en avait évidemment énormément, beaucoup moins, disons. Et cette sensibilisation, avec le passage à la violence, même si on avait les explications, même si on pouvait comprendre que la libre expression, les critiques qui étaient apportées aux hommes politiques, apportées à la situation, au conformisme des gens qui étaient contents, après la guerre, d'arriver leur petite famille, avec la petite maison, avec le petit jardin devant la maison, tout ça, c'était ciblé, critiqué, après le passage au niveau de leurs échanges à l'interne, les groupes de dialogue, de discussion, pour préparer ce passage progressif à la violence ouverte. Bon, après, il y a eu évidemment beaucoup de jeunes, dont moi aussi, qui ne suivaient plus. Parce que c'est vrai, critiquer d'une manière juste un environnement qui était comme une chape de plomb qu'on avait du mal à supporter, et ne pas être entendu par les anciens, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre, sauf qu'après, il y a eu des actions, comme disait la maman à son fils, je pense, à la fin du film. Encore que, les actions contre Springer et contre les capitalistes du moment, ça pouvait passer. On pouvait fermer un œil, on pouvait encaisser. Mais après, les autres qui finalement n'y étaient pour rien et qui quand même payaient au prix fort de leur vie, là on ne suivait plus. Oui, mais Esner, c'est pas mal sur la discussion, parce que dans la série d'attentats, à un moment il y a quand même un désaccord d'une partie de la gauche en Allemagne sur les attentats, à cause d'un. Heidelberg, ils bombardent, ils détruisent l'ordinateur qui coordonne l'aviation au Nord-Vietnam. Pendant 2 jours, il n'y a pas de bombardement au Nord-Vietnam. L'Arabe est célébré comme des héros au Nord-Vietnam à ce moment-là. Et donc, du coup, combien vaut la vie des Nord-Vietnamiens bombardés par les Américains contre le djihad de Heidelberg? Et là, il y a eu un moment de discussion sur cet attentat. Après, malheureusement, on juge toujours a posteriori. Si on réécrit l'histoire, il y a une révolution en Europe. Aujourd'hui, ça serait nos modèles. Pour de vrai. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Ça veut dire que c'est juste qu'il faut toujours faire attention que, pour moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire qu'en désapprouvant la violence, je trouve ça toujours très facile de la repousser, quoi. Alors, moi, Jean-Gabriel Perriot, c'est vachement plus simple de me dire que je suis un gentil garçon. Et que le mal, la méchanceté, la violence, c'est les autres.
Et on réagit toujours comme ça. On n'a pas envie d'être méchant. Jamais. À part qu'il y a des... Voilà, il y a que de rejeter en permanence, d'un point de vue moral, de juger la violence d'un point de vue moral, fait qu'on se... Voilà, on est dans notre petit confort, que c'est facile, d'une certaine manière, quand on est en Occident, dans un monde qui est très privilégié. Et donc, c'est juste ça. Moi, je fais attention, c'est-à-dire de désapprouver effectivement, aller bomber les bourrivés chez Springer, je trouve ça. Je ne comprends pas que Meinhof ait décidé ça pas comme ça. Voilà. Mais malgré tout, il faut faire attention à la rapidité, en fait, à chaque fois que l'on a de désapprouver, qui est forcément, on a besoin, c'est confortable, on n'a pas envie, personne d'entre nous aurait eu envie de vivre le troisième Reich en Allemagne et d'y participer. Personne, tous les Allemands n'y ont pas participé, on aurait eu leur âge à l'époque, on aurait tous participé. Donc c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est très naïf, hein, mais je considère qu'on est capable du meilleur comme du pire. Et que du coup, comment on est capable du pire, je pense qu'il faut avoir un minimum, pas d'empathie, mais d'humanité, même pour ceux qui se trompent. La parole au meilleur. Bon, quelque chose, c'est aussi, bon, je suis pas le meilleur, mais... Il y a eu de la maltraitance en prison, et il y a toujours le doute sur les circonstances. Bon, je voudrais d'abord dire que le passage de la théorie à la violence pratique, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on proteste avec intelligence, avec justesse, et que, d'une part, beaucoup de gens ne nous entendent pas, et que les autres ne veulent pas nous entendre, il y a un moment où on n'en peut plus. Surtout si on pense que notre action est juste. Bon, comment ça a démarré, ça? Comme a fait remarquer un collègue, ça a commencé par analyser le travail des ouvriers. On a constaté que les patrons n'en avaient rien à foutre de ces gens-là. Regardez bien aujourd'hui, il n'y a rien de changé. Hein. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis excusez-moi, mais ces jeunes-là, ils ne sont pas idiots. Ils ont lu plein de choses. Et ils savent, à cette époque-là, ils savent que la dénazification de l'Allemagne ne s'est pas bien faite. Parce qu'elle a été arrêtée par les États-Unis, qui voulaient casser l'URSS. On en est toujours là. Hein. Il n'y a rien de changé sous le soleil. Et la preuve, c'est que notre petit clown à nous, il a marché dans la combine avec Merkel. On est allé emmerder les Russes, là, il n'y a pas longtemps, en Europe centrale. Et maintenant, on est bien emmerdés parce qu'ils sont en train de nous casser la gueule en Syrie. Si ça continue, ils vont y arriver à garder la place. Oui, avec une différence, c'est que le système russe actuel ne présente aucun intérêt pour l'avenir de l'humanité. Ça, faut le faire. Bon. Ceci étant dit, on voit bien que le fait que l'URSS ait disparu, avec son système, qui ne valait pas grand-chose, mais qui était un essai, a permis que maintenant on soit dans un système complètement épanoui, qui n'a plus d'adversaire. Et même pas les peuples, parce que, comme vous avez remarqué quelqu'un, à l'époque, on pouvait parler à la radio, à la télé. Les intervieweurs laissaient parler. Aujourd'hui, c'est eux qui savent. Comment voulez-vous développer une idée? C'est pas possible. Voilà. Et il y a un type qui a un peu expliqué tout ça. Avant la guerre, il a expliqué comment le nazisme a pu s'installer par le langage. Et ce monsieur s'appelait Klemperer. Je ne me souviens plus du titre du film, du bouquin, mais il expliquait très bien ces choses-là. Et on en est toujours là.
J'ai beaucoup apprécié le film parce qu'il met des images sur une période que j'ai vécue essentiellement par la radio à l'époque. Il faut se souvenir que les cartes à télévision, c'était beaucoup la parole en fait. Et à cet égard, je me souviens d'une seule image en tant que collégien. C'est la photo de Holger Mainz Bau, qui l'avait beaucoup frappé, comme elle avait dû frapper beaucoup de jeunes en France. Et je me posais la question de savoir pourquoi vous ne l'aviez pas reprise dans le film. Parce que quelque part, toutes ces histoires, c'est de la tragédie grecque, en fait, en partie quand on y pense. Et quand on voit le chancelier Schmitt avec sa violence verbale, ça ne peut qu'évoquer Créon, face à une opposition philosophique radicale, etc. Donc ma question est, pourquoi c'est ça? Parce que quand Schmitt, donc c'est de la place de la télévision là, donc j'ai vu sa contradiction, donc je le laisse parler, si j'avais dû mettre ces photos-là, c'était dans le cadre de manifs qui se sont passés le jour même de la mort du Mainz, le lendemain, où ils lancent ces affiches avec Mainz décharné pour l'histoire qui rappelle vraiment la photo des camps. Voilà, c'était des photos qui étaient très dures. Je trouve qu'à ce moment-là, la manière dont on apprend la mort de Mainz par Schmitt est déjà excessivement violente. Enfin, moi, quand j'ai vu cet extrait de Schmitt qui dit ça en direct, je trouve ça obscène en fait. Donc, je ne voulais pas rajouter quelque chose. Et après, j'ai une sensibilité de cinéaste, j'ai beaucoup de mal avec la représentation des corps morts à l'image. Donc là, déjà, j'en avais à la fin avec Schreier et tout ça. Mais qui était dans la télévision en direct. Mais c'était déjà pour moi un peu limite, pour ma sensibilité. Mais du coup, là, de me forcer à mettre une photo très violente, moi-même, ça dépassait ce que je pouvais faire. Oui, moi, je tiens à vous féliciter, parce que bon, j'ai évidemment l'âge d'avoir connu tout ça, mais j'ai mis tout ça de côté. L'Allemagne, je connais aussi. J'ai mis tout ça de côté. Et c'est en fait pas ça qui va me rester de ce film. Peu importe que vous n'ayez pas forcément dit ça ou pas montré ça, pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Vous avez remarquablement interrogé ce qui interroge toute personne aujourd'hui, qui interrogera toute personne demain. C'est-à-dire, on fait quoi contre un monde qui nous conduit à sa perte? On fait quoi? On s'organise comment? On fait quoi? Et ça, ce film-là, il a cette force-là, dans le respect des gens que vous avez montrés, et il a cette force. Il peut être vu encore dans 40 ans. Il n'y a pas de problème. Même tout le monde aura oublié Baader, c'est pas grave. Il sera vu et il pose ce questionnement individuel et collectif. Et là, bravo. Merci. Il y a un truc qui est lié dans le travail de l'histoire, du passé de l'archive. Quand je m'arrête sur un sujet, quand d'un coup il y a suffisamment de choses pour que je m'arrête spontanément, c'est parce que ça réagit. Même si je ne peux pas le formuler, c'est justement parce que j'ai du mal à le formuler que j'ai commencé à travailler un film, mais il y a quelque chose dans des événements, entre guillemets, révolus, qui m'aide à réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne comprends pas le monde dans lequel je vis, grosso modo, et du coup j'ai besoin de l'histoire pour d'un coup essayer de voir. L'histoire ne se répète jamais, mais en tout cas il y a des échos, d'un coup on tombe à un truc et ça nous renseigne sur ce qu'on vit, mais on ne sait pas trop comment ça marche. Mais en tout cas on voit des choses, et c'est vrai que du coup c'est un film pour moi c'est un film au présent, enfin dans un temps intermédiaire. C'est pas un film du passé, c'est pas un film d'aujourd'hui, c'est dans cette chose indéterminée qui fait que effectivement je pense faire une petite vanité avec les archives de faire des films qui n'ont pas d'âge. Ils sont déjà vieux, ils sont en même temps jeunes, enfin voilà, ils sont dans cet hors-temps, mais qui est un hors-temps moi qui m'apprend et qui m'aide à réfléchir. D'où aussi le titre, qui est quand même très très général et qui permet de s'extraire d'une temporalité, d'une dénomination trop particulière. Jeune homme. Oui, alors moi j'ai pas vécu du tout cette époque, voilà. Par contre, je connaissais un peu l'histoire de la RF. Enfin, j'y étais intéressé parce qu'effectivement c'est des figures intéressantes. Au niveau de l'image, puisque vous avez vu visiblement ça sur l'image. Mais du coup, par rapport à l'image, justement, il y a quelque chose qui m'a intrigué dans le film, que j'ai reconnu par ailleurs, c'est l'absence de Baader, vraiment
qui est du coup très très forte, parce que Meinhof apparaît beaucoup, et c'est très bien d'ailleurs de voir se développer le discours comme ça, mais Bader qui a pourtant une présence vachement forte, je sais pas toujours pourquoi. Parce que le procédé du film est vraiment de ne m'arrêter qu'aux images existantes. Donc, je n'utilise pas de reconstitution, de témoignage, et Bader, donc il n'y a pas d'image sur lui, très peu, il y a le procès, l'action, etc. Mais parce que Bader, contrairement aux autres, même s'il est vraiment dans le milieu, il est très ancré dans le milieu artistique, communard, c'est un proche de Fassbinder, c'est quelqu'un qui est dans la vie, dans l'action, depuis tout le temps, l'action. Donc lui, il ne s'arrête pas pour discuter. Il ne s'arrête pas pour ah oui, il faut qu'on fasse un film, mais comment on va faire le film qui va dénoncer le truc, mais il faudrait qu'en même temps ça soit dialectique, et regarde, on va regarder les trucs de Vertov pour le faire. Lui, plutôt, il va prendre une bombe, il va incendier un grand magasin, s'il faut parler de la consommation. Donc il passe dans les images. Et on le voit, les rares trucs que j'ai pu réussir à sauver, c'est vraiment des fragments dans lesquels il passe avec ses fossiles. Enfin, c'est quelqu'un qui passe et qu'il a un rapport à l'image. Bader voulait être réalisateur. Il écrit 2 projets de long métrage qui ne se sont pas faits. Les scénarios ont disparu et je n'ai rien pour raconter ça. Voilà. Donc il n'est pas là. Oui, on l'entend, mais c'est vrai que j'ai passé l'un des plus gros temps de recherche de tout, c'est vraiment sur Bader. Et les fragments qu'il y a, j'ai passé des mois à essayer de trouver des émissions d'où ça venait, ces trucs-là, et j'ai pas trouvé. Ce qui est rigolo dans les images, lui, c'est le principe de la vie. Bader, il a ce truc. Enfin voilà, il se maquille quand il va faire des actions, il a un truc il y a un charmeur, il y a un truc qui passe dans l'image. Et justement, il est différent des autres parce qu'il est dans cette espèce d'énergie. Il a un truc, c'est quelqu'un d'assez singulier et il est beaucoup plus intelligent que ce qu'on pense. Même s'il parle moins bien, même s'il n'écrit pas, c'est lui qui les a tous lancés. Ce qu'on voit un peu dans le film avec Van Boel et avec les films d'école, quand ils vont parler à des jeunes en difficulté, c'est Bader qui a lancé ça. C'est le premier à s'être intéressé, parce que lui, il avait fait de la tôle, aux gamins dans les milieux semi-fermés. Il a amené Heinzling, il a amené Meinhof, voilà, ils se sont tous intéressés à ça parce qu'il faisait ça. Mais lui, il est dans, ce milieu fermé, je demande la direction, je deviens directeur et je m'occupe des milieux. Mais il n'a pas besoin de faire une thèse dessus comme l'a fait Rasmus. Qui pose la petite dernière? C'est maintenant. Donc, du coup, vous avez une explication sur le fait que dans l'imaginaire français, je ne sais pas si c'est par mais on appelle ça plutôt la bande à Bader. C'est typiquement français. Bande à Meinhof. C'est un vieux truc un peu misogyne. Non mais c'est très misogyne. Il y a une image qui manque, enfin en tout cas moi je ne voulais pas mettre, mais qui revient souvent dans la discussion, c'est Sartre. Sartre va acheter un Heim, il s'appelle tous les journaux en France. Sartre, les journalistes ne comprennent pas parce qu'il va voir Bader. Ils disent pourquoi vous n'êtes pas allé voir Meinhof? Il a cette phrase splendide, pourtant j'aime bien Sartre, mais on n'est pas tous en permanence tout de suite. On dit la bande à Bader, pas la bande à Meinhof. Alors qu'en Allemagne, on a d'abord dit la bande à Mahler, ensuite la bande à Meinhof, et ensuite la bande Bader-Meinhof. Mais jamais Bader tout seul, quoi. Mais Bader, c'est comme la bande à Bono. Oui. C'est un... Je crois. Oui, c'est le rapport à la bande à Bono, mais on aurait pu dire une bande Bader-Meinhof. Mais la France, à ce moment-là, mais ce qu'il en reste aujourd'hui, on a une vision très biaisée de cette histoire, parce qu'on reste très anti-allemand ces années-là, encore. Et dans toutes les news à la télé, ça se voit, même quand il y a Schleyer et tout ça, il y a un vieux fond, c'est les politiciens, les journalistes, les intellectuels, ils l'ont bien mérité. Voilà, il y a un truc très singulier dans l'histoire qu'on a entretenue à cette époque-là, quoi. De cette histoire-là, la vision française est assez étonnante. Parenthèse, je rappelle que sur notre rapport à l'Allemagne, ce sera un des sujets du festival Doc Est 89, qui commence le 2 novembre avec le film. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Merci à tous.